Bonjour à tous. Il n'est pas facile d'intervenir en deuxième journée de colloque, comme beaucoup de choses ont été dites. Alors j'avais prévu d'insister dans un premier temps sur l'originalité et l'efficacité de la procédure de dation, dont tout le monde est convaincu depuis au moins 24 heures. En insistant plus particulièrement sur la perspective fiscale, bien évidemment, de ces deux traits de caractère de la procédure. Alors, son efficacité, tout d'abord, ça a été largement commenté hier, mais c'est une procédure qui participe pleinement au soutien financier que l'État accorde à la culture, puisqu'avec le mécanisme fiscal des trésors nationaux, de la procédure de dépôt aussi auprès des musées et du mécénat fiscal traditionnel, c'est un complément de financement hors dotation budgétaire, donc qui ne connaît pas les mêmes limitations que les crédits budgétaires. Alors depuis 1972, date de la première dation effective, les valeurs des œuvres acceptées et recueillies dans les collections publiques se sont élevées à environ 710 millions d'euros pour 48 ans d'existence, ce qui représente une moyenne de 15 millions d'euros par an en tendance historique. Alors, preuve de l'efficacité aussi du dispositif, du moins dans sa perspective fiscale, c'est la très grande stabilité de ce dispositif, ce qui est relativement rare en matière fiscale pour être souligné. En réalité, le dispositif de la dation n'a connu que deux types d'évolutions très limitées. La première, et ça a été dit hier, concerne l'extension du champ des impôts susceptibles d'être acquittés par voie de dation. Donc, comme cela a été dit hier, le dispositif a été conçu à l'origine pour s'acquitter des droits de succession, puis progressivement, mais assez rapidement en réalité, étendu aux donations, puis aux droits de partage et à l'ISF. Auquel s'est substitué l'an dernier l'IFI. La seconde évolution porte sur la nature des biens et la qualité des biens pouvant être remis en dation. Donc à l'origine, le dispositif était limité, comme chacun sait, aux œuvres d'art, livres, objets de collection et documents de haute valeur artistique ou historique. Et donc 30 ans après la création du dispositif, plus de 30 ans, en 1996, ont été ajoutés les immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral. Cela a été commenté hier. Et plus tard encore, à compter de 2002, ont été ajoutés les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'État. Deux autres innovations sont intervenues encore plus récemment, l'une en 2005, l'autre en 2007, mais elles ont été rapidement abandonnées dès 2012, faute d'offres en nombre suffisant. Il s'agissait donc, à partir de 2005, de la possibilité de remettre en dation des immeubles bâtis ou non bâtis en vue de leur cession à des collectivités territoriales ou des organismes HLM et de leur affectation à un usage d'habitation à loyer modéré. Donc cela participait de la politique du logement social. Et en 2007, dernière nouveauté, la possibilité de remettre différentes valeurs mobilières sous forme d'actions dans des sociétés cotées en vue de leur cession pour contribuer au financement de projets de recherche ou d'enseignement. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon la dation titre coté. Donc ces deux innovations ont été abandonnées dès 2012, faute d'avoir trouvé leur public, en quelque sorte. Alors, selon la nature des biens remis en dation, meubles ou immeubles, la procédure de dation ne fait pas intervenir les mêmes acteurs. Donc, en ce qui concerne la remise d'œuvres d'art et d'objets de collection, tout le monde le sait, la procédure associe le ministère du Budget au ministère de la Culture sous l'arbitrage, en quelque sorte, de la commission interministérielle des dations. Mais lorsqu'il s'agit de l'apport d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral, c'est un autre ministère qui prend le relais, c'est le ministère en charge de l'environnement, ainsi que le Conservatoire du littoral lui-même.
Et pour ce qui est de la remise de parcelles de bois et forêts, c'est le ministère en charge de la protection de la forêt, qui, selon les gouvernements, varie. Alors actuellement, c'est le ministère de l'Agriculture, mais par le passé, ça peut être le ministère de l'Environnement, qui associe également l'Office national des forêts, qui a son mot à dire sur l'opportunité de la remise des parcelles. Et puis la direction de l'immobilier de l'État, autrefois France Domaine, c'est son nouveau nom, est aussi amenée à se prononcer, à donner son avis sur l'évaluation foncière des immeubles qui seront proposés en dation. Alors ce dispositif de la dation, comme on l'a vu hier, a permis à l'État d'acquérir toutes sortes d'œuvres de haute valeur artistique, ressortissant des formes d'art extrêmement variées. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est, à ce titre, c'est la souplesse, la hauteur de vue dont on fait preuve tant l'administration que la commission des dations au fil du temps dans l'appréciation de ces notions d'œuvres d'art, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique et historique. Cette souplesse d'appréciation vise à n'exclure aucun champ du savoir et de la connaissance et permet d'accueillir des patrimoines émergents, comme on l'a vu. Donc ça, c'est pour le volet efficacité du dispositif. Pour ce qui est de son originalité à présent, elle est multiple. La facette la plus connue de cette originalité est la dérogation au mode de paiement en numéraire, qui n'existe plus depuis la fin de l'Ancien Régime. Et cette exception a été vraiment gravée dans le marbre de la loi, puisque le législateur a tenu à dire au Code général des impôts qu'il s'agissait bien d'une procédure exceptionnelle. L'adjectif figure dans le texte de loi, procédure exceptionnelle de règlement des droits subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Autre originalité, c'est une dépense fiscale un peu atypique. Une dépense fiscale, on peut la définir comme une perte de recettes fiscales librement consentie par l'État et unilatéralement consentie par l'État, sans contrepartie. Or, s'agissant de la dation, on peut y voir une forme de contrepartie, puisque si l'État se prive volontairement de recettes fiscales, il accroît à due proportion son patrimoine, le patrimoine national et artistique. Alors même si Madame de Saint-Pulgent a rappelé hier que les œuvres d'art appartenant à l'État et son patrimoine artistique plus généralement ne sont pas comptabilisées actuellement au bilan de l'État, il n'en demeure pas moins que l'enrichissement des collections est une forme de contrepartie aussi par l'État, puisque lorsqu'une œuvre qui présente un grand intérêt artistique vient enrichir une collection, elle accroît la notoriété du musée, son attractivité, donc sa fréquentation, donc ses recettes de billetterie, et ainsi de suite. Donc il y a quand même une forme l'État, ce n'est pas une perte sèche pour l'État que d'accepter en dation une œuvre d'art. Autre caractéristique du règlement dation, c'est un règlement le plus souvent différé, parce que le paiement des droits est suspendu sans frais pour le contribuable tant que l'administration fiscale ne s'est pas définitivement prononcée sur l'offre de dation qui lui est faite. Et je voudrais rappeler la durée moyenne actuelle de la procédure de dation, qui est, enfin, au cours des 10 dernières années, je ne suis pas remonté jusqu'à l'origine, mais elle est actuellement de 615 jours, c'est-à-dire 1 an et 8 mois entre le dépôt de la demande auprès du service fiscal local et la notification de la décision par l'administration fiscale, accord ou refus. Autre originalité du dispositif, il offre aux redevables beaucoup de souplesse et d'avantages que l'on ne trouve pas habituellement en matière fiscale. Le droit pour le redevable de renoncer à son offre lorsque la valeur libératoire retenue par la commission est inférieure à celle qu'il en espérait, qu'il en escomptait. Un délai d'1 mois pour acquitter sans frais les droits de retard en cas les droits qui sont dus en cas de retrait de l'offre de dation ou de refus par l'administration. L'existence d'un recours juridictionnel contre une décision de refus par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Et puis un point moins connu, c'est l'économie du paiement des frais qui sont habituellement attachés à la cession des œuvres d'art, puisque grâce à la procédure d'agrément, le transfert s'effectue sans qu'une vente préalable soit nécessaire. Donc paiement ni de TVA ni de plus-value selon le mode, selon le régime fiscal applicable.
Enfin, dernier point que je voudrais rappeler, c'est qu'à la différence de la donation ou du legs, mais cela a été rappelé hier, la dation n'est pas un geste désintéressé, puisque cela revient à éteindre une dette fiscale. Et c'est bien pourquoi, à ce jour, je dis bien à ce jour, les cartels qui apparaissent en regard des œuvres présentées dans les musées mentionnent l'origine de l'acquisition par voie de dation, mais se garde bien de mentionner le nom de la personne à l'origine de la dation. Alors, ça a été débattu hier. Moi, personnellement, en opportunité, sinon en droit, j'y suis pas favorable, puisque ça reviendrait aux yeux du public à faire passer un contribuable pour un mécène, ce qu'il n'est pas. Alors, je vois une seule exception qui pourrait s'envisager, mais elle est relativement rare, c'est lorsque le contribuable apporte en dation une œuvre dont la valeur est supérieure au montant des droits dus et qu'il maintient malgré tout son offre. Donc imaginons qu'une œuvre soit apportée en dation pour un montant d'1 million d'euros, pour acquitter un impôt à hauteur de 500 000 euros. On pourrait imaginer que la personne serait pour moitié contribuable, pour moitié mécène, puisque en vendant sur le marché privé, elle pourrait en obtenir davantage et acquitter ses droits et conserver une partie pour elle. Donc, sous réserve de cette exception, je ne suis personnellement pas favorable à ce que le nom des dateurs apparaisse sur les cartels. Alors, je voudrais à présent passer à une analyse statistique des dations à partir des chiffres collectés au cours des 10 dernières années. Donc, je mentionnais les différentes procédures de dation, œuvres d'art, littoral, bois et forêts, titres cotés. Vous voyez que les œuvres d'art sont très largement présentes 88% des offres, je ne dis pas des offres acceptées, mais des offres proposées en dation au cours des 10 dernières années, selon une répartition donc, qui vous apparaît, 88% pour les œuvres d'art, 7% pour les dations littorales, 3,7% pour les bois et forêts et 1,5% à peine pour les titres cotés, dont je rappelle qu'ils ont été supprimés en 2012. Autre chiffre plus détaillé, encore une fois sur les 11 dernières années, période 2007-2017, 217 offres de dation ont été traitées par les services de la DGFiP, ce qui représente un peu moins de 20 offres en moyenne par an, avec des variations annuelles assez importantes, 31 en 2007, mais 12 seulement en 2017, qui est un mauvais cru. Donc la valeur des œuvres acceptées a atteint un peu plus de 143 millions d'euros au cours de la période, soit une moyenne annuelle de 13 millions, qui est donc un peu en retrait par rapport à la tendance historique dont je disais au début de mon propos qu'elle était de 15 millions d'euros par an depuis 1972. Alors voyons à présent comment se répartissent les offres de dation suivant la décision qui est prise in fine. On voit que le nombre d'offres qui ont donné lieu à un agrément est de 40,8%. Les refus représentent quant à eux 42,6%. Et quant au désistement et au classement sans suite, ils représentent 11,6%. Un désistement, c'est lorsque le contribuable retire son offre apprenant que la commission des dations a retenu une offre qui est inférieure à celle qu'il en attendait. Et un classement sans suite, c'est lorsqu'on contacte le demandeur pour lui demander de fournir des attestations, des justificatifs et qu'il ne donne pas suite malgré plusieurs relances. Alors, on pourrait s'étonner de la part assez importante des œuvres qui sont refusées, 42,6%. Je crois au contraire qu'il faut y voir la volonté de la commission des dations de faire prévaloir la qualité des œuvres acceptées au détriment de la quantité. En effet, l'insuffisance d'intérêt patrimonial reste la première cause de refus, même s'il y en a d'autres dont je vais parler bientôt d'ailleurs. Et s'agissant enfin, c'est peut-être plus anecdotique pour vous, mais de la répartition des offres suivant l'impôt acquitté, on voit que ce sont les droits de succession qui sont le plus souvent, le plus plébiscités, loin devant les donations, partage et l'ISF. Or, il n'y a pas de raison
objective à ça. On peut formuler des hypothèses, c'est que dans le cas d'une succession, notamment en indivision, il est assez commode pour régler, pour mettre tout le monde d'accord, d'offrir une œuvre en dation. Une autre hypothèse, mais vraiment qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que quand on est redevable de l'ISF, quand on a acheté soi-même une œuvre d'art, qu'on en est propriétaire, on est peut-être moins enclin à s'en séparer que lorsqu'on en a hérité et qu'on n'y est pas spécialement attaché. Alors enfin, je voudrais présenter plus en détail la procédure d'agrément elle-même avec les différents acteurs administratifs qu'elle fait intervenir. Donc il en existe de nombreux, y compris au sein de la Direction générale des finances publiques, puisque la procédure d'agrément commence par le dépôt d'une demande auprès du service fiscal de proximité du contribuable, celui donc, qui est proche de son lieu de résidence. Le comptable donc, du service local examine si le dossier est complet, correctement rempli, daté, signé. Si ce n'est pas le cas, il invite le contribuable à régulariser sa situation. Le dossier est ensuite transmis à la direction départementale ou régionale, selon les cas des finances publiques, qui elle-même indique tout élément lui paraissant utile à l'instruction de la demande, procède à toute vérification opportune. Elle s'assure aussi que la situation fiscale de l'intéressé est régulière. Et puis, lorsque l'offre porte sur des biens immobiliers, on a vu que c'était possible, elle effectue un certain nombre de vérifications complémentaires portant sur les références cadastrales, l'identité et la contenance de la parcelle, etc. Le dossier est ensuite transmis à l'administration centrale du ministère des Finances, donc le bureau des agréments et rescrits, que j'ai l'honneur de présider. Donc le bureau vérifie la recevabilité au fond et en la forme de l'offre, ainsi que la situation fiscale des demandeurs, peut solliciter l'avis de la direction de l'immobilier de l'État pour recueillir donc son évaluation. Ensuite, toutes les vérifications étant menées, le bureau transmet le dossier à la commission interministérielle des dations lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art, au Conservatoire du littoral, au ministère de l'Environnement pour les dations littorales et au ministère en charge de la forêt et de l'ONF lorsqu'il s'agit de dations bois et forêts. Je précise qu'il existait des commissions interministérielles sur le même modèle que la commission interministérielle des dations pour le littoral et les bois et forêts. Elles ont été supprimées fin 2015 et fin 2016 respectivement et remplacées par des avis qui sont remis au ministre du Budget. Alors, plus spécifiquement sur le rôle du bureau des agréments et rescrits et les motifs de refus qui peuvent intervenir en amont de la transmission à la commission des dations, puisque le bureau des agréments et rescrits constitue un premier filtre. Donc les motifs de refus sont multiples, mais en réalité, enfin multiples en théorie, mais en pratique peu nombreux. On vérifie tout d'abord la date de dépôt de la demande, puisqu'il existe des délais pour remettre une offre de dation, délais à ne pas dépasser. La nature des droits dus, puisque les dations ne portent portée que sur des droits primitifs, des droits spontanément déclarés par le contribuable. La moralité fiscale du demandeur est bien entendu vérifiée. Lorsque la valeur libératoire proposée est inférieure au montant de l'impôt dû, on s'assure avant de délivrer un agrément que le contribuable a complété, enfin a payé le différentiel auprès de son service des impôts. On vérifie évidemment les titres de propriété du demandeur, le respect des dispositions testamentaires aussi du défunt en cas d'offres proposées pour le règlement des droits de succession, et puis on s'assure qu'un certain nombre de garde-fous qui ont été votés et introduits en 2012 par le législateur pour éviter les offres abusives sont remplis. La dernière étape, elle intervient après que les différentes commissions, enfin la commission des dations, puisque c'est la seule qui subsiste, s'est prononcée. Et donc à partir des avis reçus par les différents ministères, le bureau rédige les décisions qui peuvent prendre trois formes: décision de refus, décision d'agrément ou lettre informant le contribuable que la valeur retenue est inférieure à celle qu'il avait proposée, lui demandant de confirmer ou de retirer son offre. Je voudrais enfin conclure par quelques réflexions personnelles, en esquissant des perspectives. Je voudrais tout d'abord
souligner l'importance pour les services administratifs collectivement de veiller au délai d'instruction. On a vu que la procédure est particulièrement longue et complexe, qu'elle associe de multiples acteurs, ce qui se traduit par des délais relativement longs, dont sont responsables également les demandeurs, puisqu'ils prennent parfois du temps pour collecter les informations, les justificatifs qui leur sont demandés, pour régler des litiges familiaux aussi. Mais il est important, il est dans l'intérêt de l'État de se prononcer rapidement, et ce, pour deux raisons au moins, pour permettre aux œuvres d'entrer le plus rapidement possible dans les collections publiques de l'État, et par ailleurs pour éviter d'accorder par une instruction anormalement longue un délai de paiement injustifié aux contribuables, puisque je rappelle que le paiement des droits est suspendu jusqu'à ce que l'administration se soit définitivement prononcée. Et comme seule la Commission est compétente pour apprécier l'intérêt des œuvres, en pur droit, nous ne pouvons pas, nous, administration fiscale, refuser des croûtes qui nous seraient proposées, des peintures d'amateurs du dimanche. Et donc il y a tout un circuit d'instruction qui est mené par la DGFiP, et il peut s'écouler jusqu'à un an entre la réception de l'offre et son arrivée sur le bureau de la commission des dations. Enfin, et ce sera mon dernier point, il me semble qu'il faudrait réfléchir à un moyen d'écarter ces offres abusives, alors qui sont certes peu nombreuses, mais qui sont uniquement motivées par la volonté de différer le plus possible le paiement des droits. Et comme on le voit sur cette dernière slide, dans un tiers des cas, des demandes acceptées, la valeur libératoire retenue par la Commission est inférieure à ce qui était proposé par le contribuable, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de demandeurs qui, à la rubrique valeur libératoire retenue ou proposée, se limite à faire figurer un montant qui correspond à l'euro près au montant de l'impôt qu'ils doivent, et donc ne se donnent pas la peine d'évaluer eux-mêmes, même à grosse maille, la valeur de l'œuvre. Voilà, j'en ai fini, je m'excuse d'avoir été un peu long.